Quand un couple traverse une crise, une question arrive presque toujours trop vite. Est-ce que c'est fini? Comme si aller mal signifiait forcément que quelque chose a raté, ou comme si la difficulté était le synonyme que l'amour s'est trompé. Et pourtant, si on regarde les couples, non pas comme étant des espèces de monolithes figés, mais comme des systèmes vivants, alors d'autres pistes d'interprétation apparaissent. Parce qu'en réalité, un couple ne reste jamais identique à lui-même. Il vit, il se transforme, il traverse des crises, des grandes étapes que Ividore a pu théoriser dans un nouveau livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Faire vivre son couple ». Et pour parler de ce sujet-là, du coup, quoi de mieux que de l'inviter tout de suite à prendre ma place. La notion de cycle de vie, c'est une notion qui arrive dans les thérapies dans les années 60-70 par les travailleurs sociaux, mais aussi certains thérapeutes qui vont observer dans l'évolution des familles certaines étapes qu'ils vont trouver significatives, qui montrent des crises, qui symbolisent des crises, qui cristallisent même des crises, et ces crises-là peuvent être annonciatrices d'un changement et même peuvent être provoquées par un changement. La première étape est l'étape de la rencontre. Le couple se rencontre, et cette rencontre qui peut être, dans les temps d'aujourd'hui, digitale, avec les moyens de nouvelles communications que nous avons, les sites internet, etc., ou elle peut être physique. Et dans cette rencontre, certains ingrédients vont être très importants, c'est-à-dire la proximité, une forme de communauté d'esprit, c'est-à-dire on pense les mêmes choses, on a une histoire commune, on a une manière de vivre les choses qui est semblable, ou bien justement l'inverse. On est très différents et je suis fascinée par cette différence. L'autre m'attire beaucoup parce que il a cette façon d'être, de faire qui est un peu nouvelle pour moi, et ça évoque chez moi une forme de curiosité, ça éveille une curiosité envers l'autre pour moi. Et puis dans cette phase de la rencontre, il y a donc des petits éléments qui vont être importants. Par exemple, si on pense à la rencontre digitale, est-ce que cette personne fait des fautes d'orthographe? Est-ce que cette personne a de l'humour? Est-ce qu'il y a de l'esprit là-dedans? Est-ce que cette personne est réactive? Elle me répond rapidement? Tous ces éléments et encore d'autres font partie des éléments qui font que la rencontre devient la rencontre avec un L majuscule. La deuxième étape, c'est la reconnaissance du couple. La reconnaissance, elle passe par une affirmation commune que nous sommes en couple. Dans les temps actuels, il existe plein de manières de faire couple. Bien sûr, c'est toujours unique et toujours singulier, mais il y a plusieurs définitions. C'est quelqu'un qui je fréquente, c'est quelqu'un avec qui je sors, c'est quelqu'un que je vois. On observe des petites étapes comme ça qui font que, en fait, pour que la relation soit reconnue à « nous sommes ensemble », ça demande plusieurs petits temps d'adaptation de la relation et même plusieurs petites peut-être preuves ou épreuves avant que le couple dise « nous sommes ensemble ». Avec une définition aussi des limites de la relation. Est-ce que nous sommes un couple libre ou est-ce que nous sommes un couple exclusif? Je pense à un exemple où ça passe par des phrases du genre je suis sortie du site de rencontre, ok, moi aussi je vais sortir du site de rencontre. Est-ce que là maintenant on peut considérer qu'on est ensemble? La troisième étape, c'est l'étape des présentations. Jusque-là, on est dans l'étape notre couple, notre bulle, entre nous. Donc, on l'a défini. Et là, l'étape des présentations, c'est une étape délicate qui est l'ouverture du couple vers l'extérieur. L'ouverture du couple au regard critique des autres. Et on ne va pas pouvoir éviter des commentaires. Et quelquefois même, on va être intéressé de savoir « alors, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses de ce couple? Alors, comment tu nous trouves? Alors, comment tu la trouves? Alors, comment tu le trouves avec moi ?» Et donc, on va chercher, par ces présentations-là, d'avoir une reconnaissance extérieure, une reconnaissance de l'entourage, et puis on va observer aussi une graduation de ces présentations-là qui passe par la présentation avec les copains, la présentation du meilleur ami ou de la meilleure amie, la présentation aux parents, et
quand il s'agit d'un couple dans lequel chacun a déjà des enfants ou un des deux a déjà des enfants, la présentation très importante aux enfants. La quatrième étape, c'est l'étape des engagements. Alors vous pourriez me dire, mais quand on présente, c'est déjà un engagement, et c'est vrai. Cette étape est déjà un début d'engagement. Mais la quatrième étape, quand j'appelle les engagements, pour moi, c'est par exemple autour de où est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va continuer à être un couple non cohabitant ou on va devenir un couple cohabitant? Cette étape est une étape clé dans l'organisation du couple et dans le fonctionnement du couple. Cela représente un élément de crise dans la relation parce que dans certains couples, on ne veut pas forcément vivre ensemble, pour autant on reconnaît la relation, pour autant cette relation est aussi reconnue de l'extérieur, on a dépassé les étapes précédentes, mais à cette étape-là de l'engagement qui veulent représenter la vie en commun, peut-être quelquefois l'achat d'un bien en commun, ça peut être l'engagement on prévoit un séjour, un voyage dans 6 mois, dans 1 an, et cet engagement-là dit quelque chose de la durée de la relation, de comment on se projette dans le temps. Ça peut être l'engagement de je change de travail pour me rapprocher de toi. La 5e étape est la naissance du couple parental. Alors attention, pour moi, la naissance du couple parental, c'est pas forcément le moment où il y a une grossesse ou le moment où l'enfant est là. Pour moi, la naissance du couple parental, c'est la naissance de la réflexion sur deviendrons-nous ou pas un couple parental. Et ça, c'est quand même très intéressant dans les temps actuels. Et Robert Le Bourget l'a dit à quelques reprises, comment l'arrivée d'un enfant n'est plus du tout un ciment dans le couple, mais au contraire, l'arrivée d'un enfant met en danger la relation et peut mettre à mal la relation, il peut sonner le glas de la fin de la relation parce que ce passage du couple conjugal au couple parental est un passage difficile. Moi, je note dans les étapes du cycle de vie que avant même l'arrivée physique, matérielle, concrète de l'enfant, la naissance du projet d'être parent ou de ne pas être parent vient provoquer une crise et vient représenter une étape clé dans l'évolution du couple. Par exemple, je pense à un jeune homme qui vient en thérapie, qui est en couple avec sa partenaire depuis 5 ans et qui dit « Je me demande si ça va être possible de continuer et de poursuivre notre relation parce que ma compagne ne veut pas d'enfant. Nous sommes jeunes, elle a 30 ans et lui a 31 ans. Nous sommes jeunes, mais elle me dit « Je n'aurai pas d'enfant, je ne voudrais pas d'enfant. » Et lui, il se dit « Autant maintenant, je n'ai pas envie d'avoir des enfants, mais je ne peux pas garantir que je n'aurai pas du tout d'enfants. » Un autre exemple, un autre cas de figure, c'est celui des couples pour lesquels le partenaire a déjà des enfants et le couple dit mais est-ce que il faut qu'on ait des enfants ensemble, qui viennent justement affirmer un autre niveau d'engagement, un engagement vers la parentalité en commun. C'est-à-dire, imaginons le cas de figure où chaque partenaire a des enfants et la question va être, est-ce que avoir un enfant ensemble, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est impérieux pour la reconnaissance de cette relation ou pour ce qu'on vit ensemble, pour l'envie qu'on a de partage commun et pour qu'on a envie de vivre dans cette relation. Autre cas de figure encore, c'est celui où un des deux partenaires a des enfants ou un enfant et l'autre partenaire n'a pas d'enfant. Et donc, à cette étape de la réflexion et de la négociation sur la parentalité devient très importante parce que quelquefois, le partenaire qui a déjà eu des enfants ne souhaite pas en avoir d'autres et le partenaire qui n'a pas eu d'enfants souhaite en avoir. Et ces deux souhaits, ces deux vœux sont tout à fait légitimes, celui de vouloir avoir un enfant et celui de ne plus en avoir. Et cela, vous imaginez bien, provoque des crises importantes dans le couple qui les conduisent quelquefois à la fin de la relation s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente ou à d'autres moments
à des thérapies de couple. La 6e étape est pour moi ce que j'ai appelé les retrouvailles. C'est pour moi une période du cycle de vie du couple, une étape du cycle de vie du couple où le couple a déjà été installé dans sa vie, le couple est ensemble déjà depuis un certain temps. On va dire le risque serait qu'on fasse patienter le couple par rapport au travail, on fasse patienter le couple par rapport à des exigences sociétales, ou qu'on fasse patienter le couple parce qu'imaginons que ce couple-là a eu des enfants, et puis tant que les enfants sont petits, le couple gère un petit peu les choses des enfants, etc. Mais le couple de la maturité, le couple à un certain moment de vie, qui peut être lié à l'âge de chacun des partenaires, 40, 50 ans, mais qui peut être lié à l'âge de fonctionnement du couple, le couple qui est là déjà depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans, où on va dire, mais comment on se retrouve. Et donc, cette étape du cycle de vie qui peut être concomitante à voilà, sur le plan professionnel, on est bien installé, on est posé, et donc on peut réinvestir la relation à deux, ou bien parce que les enfants sont grands et on peut à nouveau donc investir la relation à deux. Imaginons que ces enfants sont à l'adolescence ou ils sont en train de ne plus sortir, etc. Comment on construit ces retrouvailles à un moment donné de la vie de couple qui est un moment qui représente une phase clé où on va se connecté à l'autre. J'ai eu plusieurs couples qui viennent comme ça en thérapie dans ces moments-là, c'est-à-dire c'est des couples qui sont installés, qui sont ensemble depuis un certain temps, et ce qui pourrait être les petites retrouvailles deviennent en fait des moments de solitude où l'autre va investir quelque chose, par exemple, et c'est de cet exemple dont je voulais parler, le sport du côté des trails. J'accompagne là plusieurs couples dans lesquels il y a un engouement pour la course et en fait il y a des rendez-vous qui sont prévus par ces trails ou par ces marathons et la vie du partenaire devient tournée autour de comment je me prépare, comment je m'organise et donc ce que je mange, mon temps de sommeil, mon temps de préparation, d'entraînement, etc., etc. Et puis mes copains du trail, mes copains de la course à pied, mes copains du vélo. Je pense à plein d'exemples comme ça qui deviennent des espèces de passions quand, dans l'étape du cycle de vie, ces petits moments de retrouvailles n'ont pas lieu. Cela peut représenter une vraie crise d'existence dans le couple. La 7e étape, c'est la retraite. Je dois dire que les couples, et c'est une évidence maintenant quand on observe autour de nous, les couples vivent bien plus longtemps que la retraite. Et puis l'arrivée à la retraite représente pour certains couples le fait qu'ils peuvent encore vivre bien et en bonne santé pour au moins une vingtaine d'années. Et ces couples-là vont interroger leur relation en se disant mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que pour ces dernières années de vie, est-ce que je veux vivre cette relation telle qu'elle est? Ou justement, est-ce qu'il faut que je cherche autre chose dans cette relation? Est-ce que c'est possible de vivre paisiblement avec cette personne? Et puis, il y a un autre niveau d'interrogation, puisque avec la retraite, plus de temps. Les retrouvailles seront plus importantes, plus de temps et plus aussi de réorganisation d'espace. Dans certains couples où les femmes ont investi beaucoup plus l'espace de la maison, ou bien les hommes ont investi beaucoup plus l'espace de la maison, l'arrivée de l'autre avec beaucoup plus de disponibilité vient mettre à mal quelquefois la disposition, la géographie, mais aussi la manière d'évoluer dans la maison. Et puis d'autres éléments liés à ce temps de la retraite, à ce moment clé pour les couples qui représentent la retraite, c'est le fait de la vie sociale. Et en fait, la perte de cette identité professionnelle peut représenter une crise importante dans la relation à deux, ce besoin de réinvestir le couple et d'avoir une plus grande disponibilité pour la relation. Je reviens, l'étape d'avant, vous vous rappelez, les petites retrouvailles, c'est-à-dire le couple qui a eu du mal à investir ces petites retrouvailles-là, va avoir peut-être,
probablement, en tout cas je fais l'hypothèse, plus de difficultés à investir cette grande retrouvaille qui représente le temps du couple après la retraite. Alors, la mort d'un partenaire n'est absolument pas la mort du couple. Et on va observer que dans cette étape du cycle de vie, justement, quelquefois, une forme de loyauté supplémentaire surgit, dans lequel les rituels du couple sont entretenus et maintenus, dans lequel des projets du couple sont entretenus et maintenus, dans lequel, quelquefois, les projets du partenaire qui est parti deviennent une promesse pour le partenaire qui est resté en vie. Il y a donc plein d'éléments qui continuent à faire partie de la vie du partenaire qui est resté, qui devient lui le porte-drapeau du couple. Et donc en fait, ce qu'on observe, c'est le couple continue à exister, et cela, quelquefois, sous le regard surpris de l'entourage qui voudrait, dans une vie d'aujourd'hui pour laquelle le temps va vite et que le deuil devient immédiatement un deuil pathologique, l'entourage est très inquiet quand il observe que en fait le couple conjugal existe encore. Les nominations, les rappels, oui, il aimait ça ou elle aimait ça, oui, on va faire comme ça, ou les photos qui continuent à trôner dans la maison. Et donc, on voit bien qu'il faut en tenir compte de cette étape du cycle de vie. Et donc, j'ai voulu aborder cette question dans ce livre. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive. Si jamais vous êtes intéressé pour aller beaucoup plus loin, je vous mettrai bien évidemment, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, un lien vers le dernier ouvrage d'Yves. Vous pouvez vous jeter dessus, il est déjà disponible. En ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.